Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes le mardi 24 juin. Voici les titres. Nous reviendrons sur le plan proposé par Ségolène Royal. Le projet de loi sur la transition énergétique prévoit notamment de soutenir les particuliers dans leurs travaux de rénovation. Le point dans ce journal. Après le bac, place au brevet. Dans 2 jours, les collégiens plancheront sur les épreuves de français, de maths et d'histoire. L'heure est donc aux révisions, du moins pour certains, à l'image de ce jeune du Poiré-sur-Vie. J-1 avant le prochain rendez-vous de l'équipe de France dans la Coupe du Monde. Et ces jeunes du lycée Bel Air à Fontenay-le-Comte regarderont le match certainement avec un autre œil. Ces lycéens sont en effet en formation pour devenir éducateurs ou entraîneurs de foot. Si vous êtes sur le point de vous lancer dans des travaux de rénovation de votre maison, ce sujet va sûrement vous intéresser. Ségolène Royal a en effet présenté la semaine dernière son projet de loi sur la transition énergétique. Il s'agit de 80 articles qui traitent aussi bien des énergies renouvelables, du recyclage que de l'isolation des bâtiments. Un coup de pouce non négligeable pour les particuliers. Le point avec Caroline Tronche. Une maison traditionnelle coûte en moyenne 900 € par an en énergie. Mais mal isolée, elle peut nécessiter quasiment le triple. D'où le plan énergétique présenté la semaine dernière, un plan qui ambitionne de simplifier et de généraliser les coups de pouce aux particuliers, histoire d'inciter les chantiers de rénovation. Parmi les mesures les plus concrètes, l'allègement fiscal. Il existe déjà, mais plafonne aujourd'hui à 15% du montant des travaux pour les foyers les plus modestes, 25% pour les autres, avec l'obligation de réaliser un bouquet de travaux, soit au minimum 2 actions dans une liste de 6 officiellement établie. Ségolène Royal veut donc le passer à 30% pour tout le monde dès le premier chantier engagé, et ce, entre le 1er septembre prochain et fin 2015. Ces crédits d'impôt complémentaires sont intéressants y compris pour les faibles ressources, que l'avantage du crédit d'impôt, c'est que ce n'est pas une réduction d'impôt. Donc si vous payez de l'impôt, c'est réduit de votre impôt à payer. Si vous n'en payez pas, c'est un chèque. L'éco-prêt à taux zéro est relancé lui aussi à la rentrée avec un nouveau procédé, celui de l'éco-conditionnalité, ce qui devrait simplifier son obtention. Ce sont les artisans qui jugeront si les travaux effectués sont éligibles au PTZ, non plus les banques comme aujourd'hui. Par ailleurs, s'intègre désormais une nouveauté, là cette fois-ci, qui est un nouveau chèque qui va venir s'intégrer aux aides de l'ANA, donc on va dire pour les ménages à plus faible revenu. On ne connaît pas encore les modalités, donc on peut imaginer dans les prochaines semaines qu'on aura des explications sur ce nouveau chèque énergie. Enfin, pour ne pas passer à côté d'une aide financière ou d'un accompagnement, les communautés de communes vont se doter d'une sorte de guichet unique, un seul et même endroit pour trouver les artisans, les informations sur les financements ou encore le mode d'emploi des audits énergétiques. Et puis sachez que vous pouvez également vous rapprocher de l'ADIL, l'association que vous venez de voir dans le reportage. Et puis notez que le projet de loi sur la transition énergétique prévoit également des aides pour l'achat de véhicules électriques. Cette information à présent qui pourrait intéresser les couples qui cherchent à avoir un enfant. Désormais, ils peuvent se tourner vers le premier centre d'assistance médicale à procréation. L'établissement a ouvert ses portes il y a 1 mois. Il se situe à la clinique Saint-Charles à La Roche-sur-Yon. Avant cette ouverture, les couples devaient se rendre à Nantes pour être pris en charge. Maintenant, depuis 19 mai, à l'ouverture du centre Procréalis, on peut proposer au-delà dans la prise en charge et aller jusqu'à la fécondation in vitro, la micro-injection de spermatozoïdes, et puis on envisage aller jusqu'à la biopsie testiculaire, les prélèvements chirurgicaux et les prélèvements aussi pour la préservation des gamètes, à la fois spermatozoïdes mais aussi ovocytes dans des pathologies parfois un peu compliquées où il y a des risques pour la fertilité des patients et des patientes. Et puis concernant l'affaire Vincent Lambert, ce patient tétraplégique en état végétatif, le Conseil d'État a tranché cet après-midi en autorisant l'interruption des traitements. Une décision qui s'inscrit dans le cadre de la loi Leonetti, a expliqué la plus haute juridiction administrative. Rappelons que la loi Leonetti vise notamment à éviter une obstination déraisonnable des médecins. Et de leur côté, les parents de Vincent Lambert, qui sont opposés à cette décision, ont saisi la Cour européenne des droits de l'homme.
Un mot sur le logement social. Vendée Habitat fête ses 85 ans. Vendée Habitat est l'un des acteurs publics majeurs de la construction et de l'aménagement sur le département. Précisons que cet organisme a été créé le 28 juin 1929. Aujourd'hui, elle comptabilise son 14 millième logement à Challans. Mais à l'époque, sa mission première était de loger les militaires et les fonctionnaires des réseaux ferrés. C'est notre cœur de métier, c'est de construire du logement locatif public. Et nous nous sommes effectivement diversifiés au fil du temps, puisque nous avons pu construire par le passé et même actuellement des foyers, par exemple foyers logement, des EHPAD, des unités de logement dans les EHPAD, des foyers aussi d'accueil pour les handicapés. J-2 pour le brevet des collèges. Jeudi et vendredi, les jeunes de 3e plancheront en effet sur les épreuves de français, de mathématiques et d'histoire. En Vendée, le brevet concerne 8114 collégiens. Et parmi eux, beaucoup sont en collège, mais d'autres sont scolarisés dans les maisons familiales rurales pour un apprentissage plus proche de l'entreprise. Mais quoi qu'il en soit, tous passeront leur brevet dans 2 jours. À l'image du jeune Lucas Brochard, Pierre Dalicieux l'a retrouvé chez lui au Poiré-sur-Vie. Lucas est en 3e, pas au collège, mais en MFR depuis 2 ans. Autrement dit, en voie de professionnalisation. L'école, ça n'a jamais été son truc. Par contre, le brevet, il compte bien l'avoir. Entre copains, les paris sont même lancés. On parie sur ce qu'on veut à peu près. Moi, j'ai dit mention assez bien ou bien. Maximum, parce qu'après, très bien. C'est déjà bien mention. Ah bah oui, déjà si j'ai une mention, je serai fier de moi. Puis même si je l'ai d'ailleurs, je serai fier de moi. Lucas prend à cœur ses révisions. Sa maman, qui est là pour l'aider, a même l'air plutôt surprise. Tu peux me donner un exemple? Têtu comme une mule, beau comme un camion. Ok. Ça m'étonne un peu d'ailleurs, parce que c'est pas du tout son vocabulaire de quotidien, mais bon, c'est un enfant quand même qui a du potentiel et qui s'en sert quand il en a envie. Et justement, Lucas vient d'apprendre la nouvelle. En septembre, il est accepté en CAP cuisine, une voie qu'il a choisie après plusieurs stages dans des restaurants. Le brevet ne lui sera pas demandé, mais peu importe, c'est une question de principe. Pour sa maman, le cursus du collège doit se terminer en beauté. Je suis un peu tendue quand même parce que j'aimerais bien qu'il réalise, qu'il concrétise son année et que je serais fière de Lucas s'il avait ce premier examen. Voilà, ce serait une preuve de confiance. C'est un début, tout un début dans la vie, dans sa carrière, dans son avenir. Voilà. Et l'avenir, Lucas le voit plutôt d'un bon œil, avec le brevet en poche de préférence. Prochaine étape, les épreuves du CAP dans 2 ans. Oui. Bon courage donc à tous les collégiens qui plancheront sur le brevet jeudi et vendredi prochain. Les résultats sont prévus le 9 juillet. Et tandis que certains révisent, les plus jeunes découvrent la lecture. À l'heure des tablettes et autres nouvelles technologies, les enfants des centres de loisirs viennent en effet de participer à la fête du prix littéraire. L'objectif était simple, chacun devait voter pour son livre préféré. Il fallait donc l'avoir lu. Reportage de Simon Filippo. Les robots avaient la cote lors de la fête du prix littéraire 2014 et c'est logique puisque le grand vainqueur de cette nouvelle édition n'est autre que le livre Les robots n'aiment pas l'eau de Philippe Huge. Un livre réalisé en pop-up, c'est-à-dire avec des constructions papier en 3D, une technique à laquelle les 700 enfants présents ont pu s'essayer durant cette journée. Que le livre, ça laisse présager l'école et l'apprentissage, alors que nous, on détourne le livre et on utilise le livre comme un moyen d'animation et un moyen de s'évader autrement, au-delà de la lecture, de proposer des activités liées à ce livre, liées à l'histoire, liées aux personnages, donc créer de l'activité manuelle, des grands jeux, faire des films. Donc c'est une vraie plus-value de faire rentrer le livre dans les centres de loisirs. Les enfants ont voté pour leur livre préféré au mois de mai, une manière aussi de leur apprendre la vie citoyenne et l'importance d'un vote. Vous avez dans le département certains maires qui se prêtent au jeu en mettant à disposition des isoloirs, une urne et puis qui expliquent aux enfants effectivement comment se passe un vote et les enfants à cette occasion donc votent effectivement pour leur album du prix littéraire, mais ils ont aussi l'impression de pouvoir participer à un vote citoyen.
En tout, 2600 enfants de 63 communes différentes ont participé au prix littéraire 2014. Le rassemblement à Châlons était le point d'orgue de cet événement organisé par la direction départementale de la cohésion sociale. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, les jeunes semblent finalement aimer la lecture et l'écriture. La preuve avec ce concours du meilleur petit journal du patrimoine. Les élèves de 6e du collège Les Sicardières de Lille-Dieu ont obtenu le 3e prix. L'objectif était de créer quelques pages sur le patrimoine de leur commune. Et les artisans aussi ont leur prix. 8 professionnels vendéens viennent d'obtenir la Main d'Or. Ce titre récompense l'accueil, l'esthétisme et la signalétique des ateliers de ces artisans. La Main d'Or intervient suite aux Journées des métiers d'art en avril dernier. Souvenez-vous, ces journées avaient permis au public de découvrir le métier de tous ces passionnés en entrant justement dans leur atelier. La personne parle avec le cœur, effectivement avec les mains, parce que les mains c'est le savoir-faire, il y a le cerveau et l'amour de ce qu'ils font. Ils vous parlent de leur métier ou de leur objet comme si c'était leur bébé, quoi. Et demain, ce que j'envisage, enfin ce que je voudrais faire, c'est la carte touristique des artisans d'art. La personne qui vient en vacances sort sa carte et fait d'artisan en artisan. Au chapitre sport, un mot de la solitaire du Figaro. La course fait étape au Sables d'Olonne jusqu'à dimanche. Pour l'occasion, un village a été installé. Vous le voyez sur ces images. Les skippers devaient amarrer dans la nuit de ce mardi à mercredi, mais le manque de vent retarde leur arrivée de 24 heures. Mais dès jeudi, le public pourra profiter des bateaux accostés au ponton et croiser peut-être quelques participants, notamment des navigateurs du Vendée Globe. Pour les Vendéens, l'arrivée des skippers est toujours un événement. La remontée du Chenal est célèbre à travers le Vendée Globe, mais c'est vrai qu'il y a un attachement réel de la population vendéenne à tout ce qui touche au monde de la mer. Les conditions sont pour la première fois sur cette édition assez compliquées. On a eu 2 premières étapes où les conditions de vent étaient assez stables, où les bateaux allaient vite. Là, ça va être la guerre des nerfs, ça va être une question de gestion de son sommeil. Pour les skippers, c'est extrêmement éprouvant. Cette deuxième nuit de course a été très très dure, sans vent. Sur la pelouse à présent, la Coupe du Monde au Brésil se poursuit. Demain, mercredi, vous serez donc à nouveau nombreux à encourager l'équipe de France pour son 3e match. Et certains des supporters auront un œil plus averti que d'autres. Reportage de Carlo Laboureux au lycée Bel Air à Fontenay-le-Comte. Le circuit, Johan, tu donnes à Dany, Dany, tu donnes à Florentin. Comme tous les jeunes de leur âge, passionnés de ballon rond, ils suivent évidemment la Coupe du Monde, mais eux ont peut-être un œil un peu plus critique et surtout plus technique, car ils se forment au métier d'éducateur et d'entraîneur de football. Leur objectif, c'est bien sûr de pouvoir apporter cette technique à des jeunes, des plus jeunes qu'eux généralement, puisqu'ils encadrent sur la semaine en séance pédagogique des jeunes des clubs avoisinants. Et par la suite, au bout des 3 ans, d'acquérir des compétences qui se serviront par la suite pour pouvoir, pourquoi pas, trouver un travail d'animateur. Placement sur le terrain, coaching d'une équipe et exercice d'entraînement. Cette section sportive forme donc de futurs entraîneurs et avant tout aiguise les regards. Ils arrivent à différencier une équipe qui va jouer en attaque placée d'une équipe qui va jouer en contre. Enfin voilà, ça devient un peu plus pointu. En plus, ils sont surprenants, ils voient des choses qu'on ne voit pas tout le temps. Ils ont un autre regard, un autre œil là-dessus. Appliquez-vous les gars, compliquez-vous pas. Une vision du jeu qui s'acquiert. Pour ces élèves de seconde, la formation n'a débuté qu'en septembre dernier. Mais déjà, les jeunes regardent dorénavant les matchs de football différemment. Je vois des choses que j'avais peut-être pas vues avant. Comme le placement des joueurs. Avant, je regardais là où le joueur où il y a le ballon. Maintenant, je regarde plus autour. Où sont positionnés les joueurs et tout. Quand on a des doublés de joueurs, enfin quand ils redoublent entre des joueurs, on voit que c'est appris à l'entraînement et ça je ne savais pas avant qu'ils apprenaient autant de ça à l'entraînement. Et ces futurs éducateurs de football n'en restent pas moins avant tout des supporters, notamment de l'équipe de France, les Bleus qu'ils voient aller loin dans la compétition. Et avant de rêver des Bleus en finale de la Coupe du Monde, rendez-vous mercredi pour le dernier match du premier tour. La France rencontrera l'Équateur dans le stade de Rio de Janeiro. Coup d'envoi à 22h, heure française. Et on termine ce journal avec le portrait d'un Vendéen qui a su reprendre l'affaire familiale tout en y ajoutant sa patte. Maxime Tripoteau se retrouve en effet à la tête de la ferme, mais la transforme en une ferme brasserie. Et c'est une première en Vendée. Reportage de Cyril Guillet à Bazages-en-Parais. Alors là, on a du malt d'orge
C'est du malt Pilsen, donc très peu malté. On va s'en servir aujourd'hui pour brasser de la mousse blanche. C'est un véritable pari que s'est lancé Maxime Tripoteau, développer la première ferme brasserie du département. Voilà un an que le projet était dans les cartons. Depuis, la mousse a vu le jour. Et à quelques années avant la reprise de la ferme familiale, Maxime a souhaité avant tout diversifier la production de cette exploitation. L'objectif, c'est de créer une nouvelle activité agricole pour m'installer agriculteur. Donc, dans un premier temps, je pense que je peux intégrer la brasserie avec la culture, produire dans la ferme de l'orge de brasserie, pouvoir le malter et ensuite faire de la bière avec ce malt d'orge issu de la ferme. On va essayer de lancer des tests dans la culture de houblon de manière à avoir une bière 100% issue des produits de la ferme. Pour le moment, il achète sa matière première, mais à terme, il vise l'autonomie et la production 100% vendéenne. Et pour cela, il se donne 2 ans. Aujourd'hui, il brasse entre 3 et 4 000 litres de bière par mois, avec une capacité maximale de 6 000 litres. Pour l'instant, je brasse 3 bières. Je brasse de la bière blanche, une bière blonde, et je brasse une bière, on va dire, entre la blonde et l'ambrée, la Bocage Pale Ale. Il garde jalousement ses recettes, car pour élaborer une bière, un nombre de paramètres incalculables rentrent en compte, de la qualité de la matière première, en passant par la température, les temps de brassage ou de fermentation. Voilà quelques années qu'il affine ses formules, et après un passage à l'université de La Rochelle, où il a obtenu son diplôme de brasseur, il peut désormais vivre sa passion au quotidien. Ce qui me plaît déjà, c'est le côté artisanal. On peut créer quelque chose, c'est un métier concret. Et en plus, on travaille avec ses mains, donc c'est parfait. Du brassage à la dégustation, entre 1 et 3 mois seront nécessaires pour que la mousse développe tous ses arômes. Et pour la déguster en toute modération, la ferme brasserie La Muette ouvre ses portes tous les vendredis et tous les samedis de 17h à 20h. À la mousse. Et à consommer évidemment avec modération. Et comme chaque jour, on jette un œil du côté du ciel. Et ce mercredi ressemblera encore à une journée estivale avec un large soleil et des températures élevées. Et il faudra en profiter puisque le reste de la semaine sera un peu moins clément, comme vous le confirme Armelle Pavageau dans quelques minutes. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment demain.